Julien Cohen-Lacassagne nous a rejoint, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Berbères juifs, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, préface de l'historien israélien Shlomo Sand, édition La Fabrique. Tiens, peut-être d'abord pour commencer, puisque vous enseignez l'histoire-géographie au lycée Alexandre Dumas d'Alger, oui. Vous avez bien entendu vécu ces manifestations du mardi pour les étudiants, du vendredi pour l'ensemble des Algériens. Il y a cette crise du coronavirus. Comment est-ce que vous avez vécu ces événements en Algérie? Moi, je les ai vécus quand même à distance, évidemment. Alors, à distance, pas géographique, puisque à l'époque, je vivais à Alger-Centre, donc j'assistais ces images qu'on fait comme le tour du monde, témoin, en ouvrant ma fenêtre à ce qui se passait. Effectivement, c'était très impressionnant à la fois d'ampleur et puis de discipline aussi. dont on a beaucoup parlé. Oui, effectivement, c'était tout à fait frappant de voir un mouvement pacifique et d'une telle ampleur, effectivement. Vous êtes professeur, donc je le disais, d'histoire-géographie. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à revenir sur cette question berbère juive, qui est plutôt méconnue dans l'imaginaire collectif? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le point de départ, alors évidemment, il y a des explications multiples sur les raisons du livre. Il y a des raisons qui sont des raisons intimes, personnelles. Je suis en partie issu d'une famille juive d'Algérie, De par votre maman. de par ma maman, exactement. Donc, il y avait, disons, une curiosité autour de ça. J'avais grandi en partie au Maroc aussi. Mais je n'étais pas du tout dans une recherche identitaire, généalogique. Toutes ces choses-là m'ennuyaient prodigieusement. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était de poser l'énigme de l'origine de ces Juifs d'Afrique du Nord. Et très tôt, me semble-t-il, m'est apparu ce qui est en somme une espèce de secret de polichinelle, à savoir qu'on a affaire à des populations qui sont exactement les mêmes que n'importe quelle autre population. Alors justement, commençons par un rappel ou pas. C'est selon d'ailleurs, la tradition veut que les Juifs d'Afrique du Nord descendent des Juifs de Judée, exilés après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Bon, là on a posé le tableau, mais la question est posée, c'est comment a pu être possible cet exode? Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement un récit. On a le récit de cet exil donc après la destruction du temple de Jérusalem en 70, du deuxième temple par les troupes romaines de Titus. Mais on a un récit, mais on n'a pas de traces. C'est-à-dire qu'on n'a aucune trace archéologique. Alors on sait que le temple a été détruit, évidemment, mais par contre, il n'y a aucune trace archéologique, ni même d'ailleurs de témoignages contemporains de la période d'une telle migration massive. Alors c'est quoi la thèse centrale de votre livre? Alors la thèse centrale de mon livre, c'est que ce récit, en fait, est un récit mythologique. Alors, Shlomo Sand avait... c'est lui le pionnier, donc c'est lui qui avait développé cette idée. Comment le peuple juif fut inventé. Voilà, exactement, en 2008. Et donc, un mythe, vous savez, c'est comme un espèce de scénario, je pense que Karim Moussaoui pourrait le confirmer, mais où les idées sont incarnées dans des personnages. Et en réalité, ce qui s'est déplacé, tout au long de la méditation, de ce foyer judéen oriental, ce ne sont pas une population, c'est une idée. Et cette idée, c'est le monothéisme et notamment sa version pionnière, c'est-à-dire judaïsante. Alors, vous nous apprenez notamment que les communautés juives étaient déjà à l'époque nombreuses dans tout l'Orient, Égypte, Libye, Babylone, Asie mineure également. Oui, avant 70. Avant 70. L'autre enseignement de votre livre, c'est en fait ce passé commun, cette civilisation qu'on pourrait appeler quoi, judéo-islamique? Moi, je l'ai appelé civilisation. Alors, pour ce qui concerne l'Afrique du Nord, en tout cas, je n'ai eu aucune hésitation, je suis très fier d'ailleurs de ça, d'avoir appelé cette civilisation une civilisation judéo-musulmane. C'est-à-dire une civilisation où, évidemment, l'islam est dominante sur le plan politique, mais où les influences, les interférences sont nombreuses, et y compris les va-et-vient religieux entre l'islam, la langue, et en particulier, effectivement, avec une langue, qui est la langue arabe, et qui va servir de liant entre les communautés, qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes, pour ce qui concerne le Proche-Orient. Alors, il y a eu bien entendu la résistance à l'expansion chrétienne, puis à celle de l'islam, de ces maghrébins juifs. La colonisation, en fait, a tout bouleversé. C'est là où il y a peut-être un tabou autour de cette question. Peut-être qu'effectivement, le tabou, en tout cas, les hésitations tournent autour du fait que la colonisation, et singulièrement la colonisation française,
bouleverser cet ordre traditionnel. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que les relations entre les musulmans et les juifs avant la colonisation étaient un chemin parsemé de roses, hein, mais disons que la colonisation, et singulièrement en Algérie, a creusé cette division parce qu'elle l'a inscrit dans un corpus juridique. Avec notamment le décret Crémieux. Alors, avec le décret Crémieux et avec le code de l'indigénat, 11 ans plus tard, en 1881.